Parcours Stup, épisode 7, infirmière et patiente experte. Bienvenue sur Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Dans cet épisode, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ce podcast est destiné aux soignants, mais également aux usagères et usagers de substances à usage non médical, ainsi que du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces thèmes. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui pourront vous accompagner. Bon podcast. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sandra, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Sandra Pinel, donc je suis infirmière, mais je suis aussi patient expert addiction, c'est-à-dire que j'ai connu un parcours dans les addictions, de consommation de plusieurs produits, que je me suis rétablie, que je suis devenue donc patiente experte addiction. Que j'ai fructifié ce parcours et que je travaille en addictologie dans un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie. Et je suis également présidente de France Patient Expert Addiction, qui œuvre notamment pour la certification des patients experts. Voilà, alors merci d'être là. Effectivement, aujourd'hui, un format un petit peu particulier. D'habitude, nous sommes généralement 3 autour de la table et comme vous l'avez compris, Sandra occupera 2 chaises aujourd'hui, ce qui est un parcours qui m'intéressait énormément. Puis je pense que ce serait très intéressant pour nous de comprendre un petit peu le rôle des patients experts dans les centres de prise en charge en addicto. Alors peut-être qu'en guise d'introduction, tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, par où est-ce que tu as commencé ton parcours? Est-ce que c'était d'abord par les soins, d'abord par la dépendance? Enfin, comment tes deux finalement ces deux filières se sont articulées dans ton parcours de vie? C'est-à-dire que moi j'ai commencé déjà ma vie dans la codépendance. J'avais mon papa qui consommait de l'alcool excessivement et qui est décédé. Il était jeune, il avait 47 ans et moi j'étais à l'école d'infirmière. Donc déjà à ce moment-là, j'avais fait mon mémoire sur l'infirmière et l'information du patient alcoolique, pardon. Donc déjà, j'étais dans cette démarche de vouloir sauver déjà les personnes qui consommaient excessivement des produits, alors que moi-même, j'étais en train de chuter dans des addictions. Je consommais déjà du tabac depuis très longtemps, de l'alcool et puis du cannabis surtout, hein, qui a été vraiment l'addiction qui a été prégnante sur une bonne partie de ma vie. Et donc, je suis devenue infirmière. J'ai été travailler dans un hôpital. Et c'est quand je suis sortie des addictions que j'ai été vers un groupe de parole, vers un centre de soins, parce qu'en France, on a des XAPA, des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Moi, ça a été mon chemin. Il y a d'autres façons de se faire aider, mais ça a été mon chemin. Et j'ai eu une boulimie de formation en addiction, en addictologie. J'ai fait le diplôme universitaire d'addictologie qu'on appelait à l'époque le diplôme universitaire des patients experts, hein. Il y avait aussi des professionnels d'addictologie qui les faisaient, mais il y avait une promo, si on peut dire, de patients experts. Donc ça a été ça. Et j'ai ensuite passé la certification avec l'association dont je suis maintenant la présidente, France Patients Experts Addiction. D'accord. Donc une fois de plus, hein, ça permet aussi de montrer qu'on peut tout à fait suivre un parcours universitaire, travailler en société et présenter une dépendance à côté. Oui, tout à fait. Oui, quand j'étais
Quand j'étais infirmière, enfin, je suis toujours infirmière, hein, mais quand je travaillais à l'hôpital et que j'étais dans des conduites addictives, ça ne se voyait pas. Je veux dire, je consommais en dehors de mes heures de travail, le week-end, le soir, la nuit, et j'étais clean au travail. Donc, c'était quelque chose qui cohabitait sans que l'un empiète sur l'autre. Mhm. Euh, et dans ce parcours, en fait, je dirais à quel moment tu t'es dit qu'il y avait un souci avec les consommations? C'est à quel moment que la situation ne t'a plus convenu? Je crois qu'il y a eu deux choses. Il y a eu, en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une EHPAD, donc c'est un établissement d'hébergement pour les personnes âgées. Et ensuite, j'ai voulu faire un peu plus de technicité, donc dans le même hôpital, mais dans un autre site. J'ai été travailler en médecine soins palliatifs. Et dans les services de médecine, nous accueillons des personnes qui venaient pour des sevrages physiques. Donc c'était principalement alcool, mais il y avait aussi d'autres addictions. Et ça m'a renvoyé finalement ma propre image. Et j'étais en difficulté face à ces patients et je demandais des formations. Je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour eux. Finalement, ça me renvoyait ma propre addiction et j'étais dans un déni profond. Et la deuxième chose qu'il y a eu, c'est que j'avais des problèmes de santé liées à mes consommations, mais toujours pareil, hein, il y avait le déni. Je vomissais tous les matins et donc j'avais vu plusieurs fois un gastro-entérologue et le dernier examen qu'il m'a fait, il m'a dit bah, si vous continuez comme ça, vous avez déjà des lésions irréversibles. Vous me dites que vous buvez 2 ou 3 verres par jour. Bon, il était pas dupe, hein, mais il va falloir que vous arrêtiez. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais que vous arrêtiez ces comportements pour éviter que je vous annonce une mauvaise nouvelle dans 1 an ou 2 ans. Et donc, ça a été le déclic qui a fait que j'ai arrêté de consommer l'alcool. Et pour les autres produits, c'est venu après. C'est ces deux éléments-là. Donc malgré le déni, ou tu dirais que, enfin c'est ça, à ce moment-là, tu te dis, enfin j'ai un souci. Oui, ça a été un déclic. C'est même pas, j'ai un souci parce que finalement, je sais même pas si cette étape-là, je l'ai eue. Ça a été directement ou si peut-être que c'était j'ai un souci quand je voyais les patients à l'hôpital qui venaient en sevrage et que ça me renvoyait ma propre image. Mais il y a eu directement le déclic ensuite avec ce gastro-entérologue, ce médecin qui a eu les mots en fait qui ont fait que j'ai eu le déclic et que j'ai arrêté directement de consommer, quoi. Dans la manière dont il t'a annoncé les choses, enfin c'est vrai que tu dis voilà, faut arrêter, vous allez droit dans le mur. Euh, c'est vrai qu'avec une approche aujourd'hui, moi j'entends ça avec des oreilles de jeune addictologue où je me dis ah c'est pas bien l'entretien motivationnel tout ça, mais est-ce que c'est finalement la manière dont tu le racontes ou ça s'est vraiment passé comme ça avec des mots assez cash de sa part? Ah, ça a été des mots assez cash et j'étais de toute façon moi dans un déni jusque-là complet. Mais il y a eu aussi, je pense, l'effet miroir avec mon papa qui est décédé d'un cancer des poumons. Il avait 47 ans. Ce médecin m'a parlé, j'avais 42 ans et je pense que j'ai fait vraiment un effet miroir. Je vais finir comme mon père, quoi. Mhm. Je vais partir jeune. Et c'est un peu la vie ou la mort, quoi. Ça me J'ai pose un peu aussi vécu comme ça. Ok, ça me pose aussi la question, enfin, c'est vrai qu'en travaillant plus généralement en santé mentale, hein, c'est vrai que les problèmes personnels, voire les pathologies qu'on présente soi-même peuvent vite se télescoper avec le vécu des patients, ce qui, personnellement en tout cas, pu être résolu dans le cadre de ma supervision individuelle, mais c'est vrai que la supervision individuelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très psychothérapeutique. Je me demande si c'est quelque chose auquel, en tant que élève infirmière et infirmière, c'est quelque chose auquel on a accès, ça? La supervision, on n'en avait pas au niveau de l'hôpital. Par contre, là maintenant, je travaille en associatif dans un XAPA, un centre de soins d'addictologie. On a la possibilité d'avoir une supervision. Ouais. Mais on n'avait pas ça du tout à l'hôpital, hein. Et tu penses que ça aurait changé quelque chose, la supervision? Non, je pense pas. Non, j'étais vraiment C'est- dans un déni, hein. C'était pas le moment. Non, non, je pense que j'étais pas prête du tout à ça. Mhm.
Parmi les substances que tu consommais à cette période-là, tu dirais que c'était laquelle qui pose le plus problème, enfin, peut-être sur le moment et maintenant avec le recul, enfin, tu dirais que c'est quoi les substances qui t'ont posé problème et puis qui posent problème plus généralement? C'était, je pense, bon, le cannabis, parce que le cannabis, ça a été vraiment l'addiction de mes 16 ans. J'ai arrêté un peu après l'alcool, 6 mois après l'alcool, j'avais entre 42 et 43 ans. Euh, et l'alcool aussi, parce que au niveau des conséquences, ça a été l'alcool. J'ai commencé l'alcool à avoir une conduite addictive vis-à-vis de l'alcool plus vers mes 30 ans, et donc l'arrêt à mes 42 ans. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais su consommer, peu importe les produits, de façon modérée ou raisonnée. Je consommais jusqu'à pratiquement tomber, hein, jusqu'au blackout. Je savais pas faire dans la demi-mesure. Et à partir de quand, enfin, c'est vrai qu'une des choses qui m'a interpellé les premières fois sur ton profil, sur ta page Twitter, c'est à quel point tu présentes ça finalement le avant et après comme une libération. Ça c'est, enfin finalement le terme que je te vois beaucoup utiliser. Je me demandais comment ça s'est passé pour toi cette libération justement, puis pourquoi est-ce que tu parles de libération en fait concernant les dépendances? Parce que j'étais finalement enchaînée dans mes consommations. Enfin, c'était vraiment, ça comment dire, je ne parlais pas. J'étais vraiment enfermée dans ces consos-là. Je m'isolais autour de ça. Et quand j'ai arrêté de consommer, bon, déjà au niveau de l'alcool, il a fallu 6 mois pour qu'au niveau psychologique, je commence à me sentir mieux. Et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté le cannabis. Et j'ai vraiment, enfin, le cannabis et la cocaïne et d'autres produits que je consommais que j'achetais sur Internet, j'ai vraiment vécu ce que j'appelle une sortie du brouillard. C'est vraiment ça. Les idées sont devenues claires. J'ai enfin vu le monde autour de moi. J'ai à nouveau repris un vrai contact avec mes proches, et ça a été une vraie libération. Je suis devenue moi finalement. Est-ce que j'ai vraiment je me connaissais pas finalement. J'ai commencé à consommer assez tôt. Je me connaissais pas et j'ai appris à me connaître avec mes imperfections, avec aussi mes qualités que j'ai appris à m'aimer aussi. Donc c'est une vraie libération. C'est vraiment c'est pour ça que j'ai ces pseudos sur Twitter et Facebook, Sandra Addict Libérée. C'est vraiment ça. C'est la libération. Moi, je me posais la question. Alors après cette libération, comment est-ce qu'on revient vers les soins, en fait? Enfin, justement, est-ce que les deux se sont faits en même temps? Est-ce que tu as dû prendre une pause de ton travail pour pouvoir faire cet arrêt? Enfin, est-ce que les deux choses se sont arrêtées en même temps? Enfin, est-ce que ça a été on-off ou est-ce que c'est les deux parcours ont dû être menés de front? Alors moi j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai fait un arrêt sec sans aller voir de médecin. En fait, quand j'ai eu ce déclic avec ce médecin, ce gastro-entérologue, je suis rentrée chez moi, ça a été terminé. J'ai arrêté de boire ce jour-là, mais sans consulter mon médecin traitant ou autre, hein. C'est la première démarche que j'ai faite en fait, c'est d'aller voir un groupe de parole. Il y avait une permanence pas loin de mon travail, donc j'ai été à une permanence, j'ai été les voir et je leur ai posé une question. On avait un repas entre collègues qui arrivait la semaine suivante. Et j'aurais dit comment je fais, j'y vais pas. Alors, ils m'ont donné des astuces et ils m'ont conseillé de ne pas y aller. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment décidé de m'occuper de ça, de me soigner, de prendre soin de moi, puisque jusque-là, je prenais soin des autres dans mon travail. C'était ma mission, hein. J'étais une sauveuse. Il était temps que je me sauve moi. Et donc, c'est après, donc peut-être que j'avais arrêté depuis 15 jours à peu près de consommer, où j'ai été consultée dans un XAPA, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et où là, j'ai été accompagnée par une psychologue. J'ai pas vu d'addictologue parce qu'il n'y avait pas nécessité de traitement, j'étais sevrée. Donc il y avait plus besoin de travailler sur le côté psychologique.
quelque chose qu'on a déjà abordé dans l'épisode précédent sur l'alcool, du coup avec Émilie, c'était justement à quel point ça peut être dangereux d'arrêter l'alcool d'un coup. Toi, tu étais soignante et tu prenais en charge ce genre de situation. Je me demandais si justement tu t'es prise en charge comme tu aurais pu prendre un patient en charge à l'hôpital, ou est-ce que tu es passé par un sevrage potentiellement compliqué à la maison? Non, ça n'a pas été trop compliqué. Alors j'ai eu des effets comme les tremblements et les sueurs. Je me suis beaucoup hydratée. Alors j'ai continué à travailler. Moi, j'avais besoin de continuer, hein. Voilà, il fallait pas que je m'arrête, sinon j'avais peur de m'écrouler, je crois. Donc j'ai continué à travailler, mais en parallèle, il y avait donc ce groupe de parole, et puis il y a eu très rapidement derrière la prise en charge dans un XAPA. Mais tout a été fait en ambulatoire. J'ai pas arrêté de travailler. D'accord. Et puis quelque chose aussi qui m'inquiète dans cette situation, enfin puis qui me fait penser à la situation de beaucoup d'autres soignants, surtout à l'heure actuelle où la santé mentale des soignants se péjore. Euh, c'est comment est-ce qu'on accède à des soins, et tout particulièrement des soins psychiatriques et potentiellement addictologiques, quand on est soi-même soignant, sachant que des services addictos sur un territoire, il n'y en a pas 50. Comment est-ce qu'on va chercher de l'aide en addicto quand on est soi-même amené à prendre en charge des patients qui présentent ces troubles? Enfin, j'imagine dans l'endroit où tu étais, le risque c'était de se retrouver, si jamais tu demandais une hospitalisation, c'était de te retrouver hospitalisé dans ton propre service en fait. Ah oui, alors ça, c'était complètement. Ça m'a même pas effleuré, de toute façon. C'était inenvisageable. Et de toute façon, comme j'ai réussi à arrêter comme ça, il y a pas eu cette question-là qui a émergé. Par contre, la peur que j'avais, c'est quand j'ai été donc au centre de soins. Il est juste à côté de l'hôpital où je travaillais. Et il y avait, en fait, c'était dans un bâtiment où, au rez-de-chaussée, et il y avait les consultations d'ophtalmo où tous mes collègues allaient, et moi aussi. Donc, il y avait ce risque de croiser des collègues. Et puis, c'est arrivé une fois, d'ailleurs, j'ai croisé un collègue. Bon, j'ai fait comme si de rien n'était, et je suis montée à l'étage. Mais oui, c'était une crainte. Mais je crois que le besoin d'être aidée et ma détermination, hein, c'était vraiment une détermination farouche que j'avais de sauver ma peau. C'était vraiment cette urgence-là, a fait que j'ai dépassé tout ça et j'ai réussi à continuer à consulter dans ce que ça va. Et j'en ai parlé après à mes collègues, hein, mais bien 6 mois après. Et alors justement, comment est-ce que tu as abordé le sujet avec tes collègues? J'ai dit à mes collègues que que j'étais en train de me former en addictologie, que j'avais moi-même eu un parcours dans les addictions, que je consommais de l'alcool excessivement et que j'ai arrêté depuis, c'était 6 mois, je crois. Et, euh, et par la suite, donc parce que j'ai fait le diplôme universitaire, ça devait faire 2 ans que je consommais plus d'alcool, que j'allais faire ensuite le parcours pour devenir patient expert addiction. Donc ça a permis pas mal de discussions autour du sujet. Justement, c'était intéressant parce que les collègues s'intéressaient à ce vécu-là. Et on avait par ailleurs une collègue dans le service qui avait une conduite addictive, mais qui n'était pas du tout prête à se faire aider. Et ça mettait en difficulté l'équipe. Donc j'ai pu travailler aussi parce que j'étais aussi représentant du personnel avec une instance qui s'appelle le CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, autour d'un protocole pour venir en aide aux professionnels qui avaient des conduites addictives, pour les aider désamorcer la situation avant qu'ils se mettent en situation de potentiellement perdre leur travail. Donc finalement, ça a été transformé en quelque chose de très positif. Oui, justement, alors je me demandais, est-ce qu'il y a eu des moments où ça aurait pu te poser problème professionnellement? Euh, j'ai fait en sorte que ça pose pas problème parce que je consommais vraiment en dehors des heures de travail. Mais il y aurait pu effectivement, je sais pas, un contrôle de police le matin. On commençait de bonne heure quand même, hein. Moi, j'arrivais sur site à 6h30 et parfois je consommais jusqu'à 2 heures du matin. Donc, quand on sait le temps qu'il faut pour que comme l'alcoolémie diminue dans le corps, j'aurais pu être contrôlée positive, ouais. Mais Hmm, ça n'a jamais empiété sur mon travail, en fait. d'accord. Euh,
Tant mieux alors. Et puis, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point bah tu arrêtes et tu te formes automatiquement. Enfin, les choses se sont passées de manière assez automatique pour toi. Ouais, j'avais besoin de comprendre, hein. J'avais vraiment. Alors, il y a eu les premiers mois, hein, où vraiment j'étais pas bien, j'étais plutôt déprimée. Et en même temps, j'avais cette envie de continuer, de m'accrocher. Je faisais beaucoup de marches à l'époque, hein. Dès qu'il y avait, enfin j'en fais toujours, mais dès qu'il y avait, enfin que j'avais terminé mon travail, j'ai la chance d'habiter en bord de mer. Je mettais la musique à fond sur les oreilles et je partais marcher des kilomètres et des kilomètres. C'est ça qui m'a tenue, plus le groupe de parole, un groupe femmes, c'est l'association Vie Libre, hein, dans laquelle j'allais. Et j'allais tous les mois au groupe femmes. Il y avait une vraie cohésion entre toutes ces femmes. Et il y avait des dépendantes et des codépendantes. Donc j'ai aussi énormément appris des proches de ces femmes qui avaient un proche qui avait une conduite addictive. Et ça m'a énormément aidé à tenir. Et c'est après, hein, donc ça faisait, je pense que ça faisait à peu près 6 mois que j'étais abstinente, où j'ai eu accès à des formations avec l'association Vie Libre. Et j'avais vraiment cette soif d'apprendre, de comprendre, et cette envie d'aider les autres. Sur un plan personnel, tu dirais, c'est quoi qui t'a le plus marqué justement sur cette partie-là de ce que t'as appris? Ça a été quoi ton épiphanie ou ton gros déclic? Un déclic, je sais pas trop en fait, c'était vraiment cette envie d'aider les autres, et puis le respect du parcours de chacun, et que justement du parcours de chacun on pouvait faire en fait, et c'est ce qui a amené aussi à la création du groupe Facebook, parce que j'ai créé un groupe Facebook, c'était vraiment de partager ce que j'apprenais, que ça puisse aider les autres et que ça devienne une énorme boîte à outils où chacun pourrait piocher ce qu'il aide, et aussi pouvoir expliquer ce que sont les addictions, pourquoi je suis addict, pourquoi je reconsomme parfois, les mécanismes de la rechute, enfin ce genre de choses. Vraiment de pouvoir partager, aider les autres. En t'écoutant parler, je me dis que finalement tu es passé outre, je dirais, le tabou majeur de l'addictologie, hein. C'est vrai que en congrès, on dit souvent, c'est la seule question à laquelle un addictologue répond jamais, c'est qu'est-ce que vous avez déjà consommé comme substance, en fait. Ça, c'est un peu le tabou ultime. Ce qui prouve bien, je pense qu'en addictologie, on n'est pas indemne de psychophobie et de toxicophobie. Justement, toi, tu t'en accommodes comment d'avoir rompu ce tabou? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a justement qui a provoqué des réactions hostiles à ton égard, ou c'est plutôt quelque chose qui est généralement bien accueilli? Alors déjà, il y a eu, je pense, cette première expérience qui était une bonne expérience, et quand j'en ai parlé à mes collègues à l'hôpital et que je leur ai parlé de mon envie de devenir patient expert, tout ça, ça a été très bien accueilli, au contraire, parce que ensuite ça a été suivi de ce protocole là qu'on a fait avec le CHSCT pour désamorcer des situations de collègues qui sont dans des conduites addictives, où nous soignants, on va avoir tendance à comment dire, à effacer les potentielles erreurs que pourrait faire ce collègue, à le protéger, mais finalement ça va lui desservir parce il peut potentiellement perdre son travail. Donc on a fait ce travail qui a été très bien accueilli. Et puis quand j'ai commencé à travailler en XAPA, en centre de soins d'addictologie, je me suis présentée telle que je suis, c'est-à-dire infirmière et patiente experte. Alors le premier lieu de travail où j'ai travaillé, ça a été accueilli de façon mitigée. Et puis, au bout d'un an, donc là, en septembre dernier, on a mis en place des ateliers de réduction des risques où on accueille aussi bien des usagers que des professionnels, que des partenaires de mon employeur. Donc, c'est par exemple des centres d'hébergement d'urgence, des professionnels qui viennent, mais des usagers aussi. Et ça place finalement tout le monde à la même hauteur. On est tous des potentiels usagers, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça replace les choses un peu au milieu. Et c'est où je travaille là actuellement, au XAPA où je travaille. C'est assez apprécié de mes collègues dans le sens où ils m'orientent des personnes qui ont besoin parfois qu'on leur traduise aussi les mots des professionnels, qui comprennent mieux par quoi ils passent, leur donner des astuces, mais de pair à pair en fait.
mais aussi un père qui peut traduire ce que les professionnels essayent d'expliquer. Je Hmm. sais pas si je suis très Si, claire. si, non, non, c'est parfaitement clair. Euh, Moi, je me demandais encore à nouveau, enfin, il y a deux choses que tu disais, enfin, que finalement, ça t'a aussi aidé d'avoir un groupe plutôt femmes. Moi, je me demandais si, effectivement, c'est des filières de soins qui devraient être particulièrement développées, que ce soit, enfin, est-ce qu'il te faudrait créer des entités de soins spécifiquement dédiées aux soignants et ou spécifiquement dédiées aux femmes? Enfin, est-ce que ça apporte quelque chose, justement, ces espaces un petit peu protégés, ou en tout cas réservés à une catégorie en particulier? Je peux partager l'expérience du XAPA où je travaille, où il y a donc c'est un XAPA Carude, hein, c'est-à-dire que c'est deux maisons et qui communiquent par le bas, où il y a le centre de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie, et de l'autre côté il y a le centre d'aide et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Donc c'est en fait deux publics qui cohabitent et ça se passe très bien. Et il y a un espace qui a lieu une fois par semaine qui est appelé groupe femmes d'ailleurs, où des femmes viennent partager, viennent se soutenir. C'est très intéressant de pouvoir, en fait, que c'est la structure qui s'adapte et qu'elle offre des espaces aux femmes, dédiés aux femmes. Pour ce qui est des professionnels aussi, ça se fait dans plus en plus de structures. Alors c'est autour du sevrage tabagique, mais pas seulement, que les aides qu'on propose aux usagers, aux patients, selon le nom qu'on leur donne, en tout cas aux personnes qui viennent consulter, qu'on puisse offrir les mêmes outils aussi aux professionnels. Et finalement, ça revient à mettre tout le monde à la même place. Finalement, on est tous des potentiels usagers. Donc c'est assez intéressant que ça puisse se faire comme ça. Hmm. Euh, Moi, enfin, quelque chose effectivement qu'on avait déjà abordé la dernière fois avec Emily. Enfin, elle disait en tout cas que d'avoir un groupe femmes aussi, c'est la possibilité d'avoir accès à certaines problématiques qui sont pas abordées par le regard grand public finalement. Donc c'est pour ça que je me demandais, enfin là il y a ce groupe femmes dont tu parles avec ses spécificités, et je me demandais aussi des espaces spécifiquement dédiés aux soignants. Est-ce que tu penses que ce serait utile, ou est-ce qu'il faut prendre les soignants puis les mettre dans le reste de la population, enfin générale, ou est-ce que ça apporte des problèmes particuliers? Je sais pas si c'est bien de sectoriser, de mettre dans des cases. Je pense que c'est beaucoup plus riche si on offre les mêmes outils au même endroit, mais dans des moments privilégiés. Si je prends l'exemple du groupe femmes, ça se passe à un moment privilégié où il y a que des femmes qui viennent sur l'espace collectif. C'est un espace collectif qui habituellement est ouvert à des horaires différents où tout un tas de publics peut venir. Eh bien, cet espace-là, le mardi après-midi, c'est dédié aux femmes. Pourquoi pas imaginer qu'il y ait des espaces qui soient dédiés aussi aux professionnels. Moi, j'accompagne pas mal de mes collègues au sevrage tabagique, par exemple. Et quand on parle de sevrage tabagique, parfois on parle aussi d'autre chose. Mais ça se fait dans le même lieu. Et ils viennent me voir en me disant, bah tiens, on peut pas faire un petit point. Voilà. Je sais pas si après il y a aussi l'institution hein, qui propose ce que j'expliquais tout à l'heure, la consultation d'un psychologue sur le mode un petit peu de supervision. Et ça aussi qui est possible et qui se fait en dehors du centre de soins. Il y a plusieurs optiques, mais je sais pas si c'est bien de sectoriser, de mettre dans des cases, je sais pas. Après, voilà, je me demandais, alors, tu as un parcours, je trouve, assez original, qui doit t'apporter effectivement beaucoup de force, enfin, avec une expertise vraiment des deux côtés du bureau. Euh, Moi, je me demande encore, est-ce qu'on peut avoir une légitimité en tant que soignant si on n'a pas un parcours dans les dépendances, du coup? Enfin, est-ce que ça a encore un intérêt, ou est-ce que, justement, en addictologie, il faudrait peut-être laisser plus de place aux pairs, experts? Alors oui, je pense qu'il y a certains endroits où il faudrait laisser plus de place aux patients experts, aux médiateurs santé pairs, aux usagers relais. Moi, j'ai la chance de travailler dans une association où la place est laissée. Mais ça me semble important qu'il y ait ce double regard aussi. Pour autant, moi j'ai des collègues qui ont vraiment une expérience, une expertise, une empathie, qui apprennent, qui ont cette ouverture
vers les personnes qu'ils accompagnent et qui apprennent de ces personnes et qui en font, qui en font, comment dire, une augmentation, si je peux dire, de leur expérience en accompagnement. Ça enrichit leur pratique. Ils ont cette ouverture. Ils sont pas sur un piédestal. Moi, je suis le soignant. Toi, tu es le patient. Hein. Ils sont pas du tout là-dedans. Euh, Parce que ça a été travaillé dans cette association et que des médiateurs santé pairs ont été inclus. Bon, maintenant il y a moi en tant que patiente experte addiction, mais infirmière aussi. Enfin, il y a pas ce tabou-là. Mais je sais qu'il y a des endroits, effectivement, où il y a vraiment deux côtés. Hein. Il y a le côté du professionnel et le côté du patient. Et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir proposer une certification aux patients experts addiction euh, pour, on espère, que leur soit laissée la place dans les structures de soins. Hmm. Je me demandais d'ailleurs, parce que c'est le nerf de la guerre, en tant que patient expert, hein, parce que c'est vrai que toi, j'imagine, tu es peut-être payé uniquement en tant qu'infirmière, ou je sais pas s'il y a une partie de ton salaire justement qui est en tant que patient expert. Enfin, est-ce que c'est payé un patient expert dans un centre de soins? Alors, ça pourrait le devenir, puisque justement, c'est un peu dans ce sens-là que œuvre la certification patient expert addiction. On est en train de déposer hein, enfin, pour que ça devienne une professionnalisation, une profession. Ça s'appelle France Compétences, je crois, c'est le répertoire des métiers. Donc c'est en cours. Pour ce qui est des médiateurs santé pair, c'est déjà un métier et ceux qui exercent, que ce soit en psychiatrie ou en addictologie, sont rémunérés en tant que médiateur santé pair. Moi, je suis rémunérée en tant qu'infirmière. Je suis mon poste c'est infirmière. Je pourrais demander à ce que soit marqué aussi patient expert addiction, mais je suis vraiment rémunérée en tant qu'infirmière, ça c'est vrai. D'accord. Donc c'est vrai que ça, enfin, je me dis voilà, la légitimité, c'est aussi, enfin, c'est bien qu'il y ait effectivement ce diplôme, mais je pense qu'effectivement à partir du moment où il y a un paiement, enfin, je veux dire une rémunération, je pense que ça donne aussi une certaine légitimité à pouvoir se présenter comme tel. Je pense que c'est un combat qui est Tout à fait, ouais. important. Mm. Mm. Moi, je me demandais, alors du coup, c'est quoi? Enfin, c'est vrai qu'on a parlé un peu de différentes catégories. Enfin, moi, de mon côté de la frontière, on va parler de père aidant. Toi, donc, tu parles de patient expert. Enfin, c'est quoi un peu les différentes entités qu'on va retrouver parmi ce type d'acteurs concernés, en fait? D'ailleurs, déjà, est-ce que l'appellation patient expert, c'est bien? Est-ce qu'on devrait parler plutôt d'usager expert? Enfin, tu parlais avant de médiateur. Enfin, ce serait quoi est-ce que le terme patient expert pour toi il est adapté ou est-ce que il faudrait peut-être réfléchir à autre chose? Enfin, le terme patient expert addiction a vraiment été travaillé hein, au sein de FPEA. En fait, France Patient Expert Addiction porte cette certification. C'est une certification, hein. Donc c'est vraiment une validation des acquis et de l'expérience de la personne dans son parcours d'addiction, dans son parcours de sortie des addictions. Donc, avec un projet professionnel derrière. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très individuel. Et ça a été travaillé, et je fais confiance aux personnes qui ont travaillé autour de ça, de cette appellation. Donc, c'est pour ça que je l'emploie. Après, on a aussi donc les médiateurs santé pair. Là, ça passe par un parcours universitaire et c'est ici donc de la psychiatrie. Et en France, on a aussi des usagers relais qui n'ont pas forcément été jusqu'au bout du parcours ou qui n'ont pas fait du tout des médiateurs santé pair, mais en tout cas qui sont embauchés dans certaines associations. Je peux parler d'un exemple d'un usager relais que je connais. Il n'a pas fait forcément toutes les formations. Pour lui, c'est un peu compliqué les formations, mais il a une expertise énorme et finalement, il devient maintenant accueillant au CARUD où il travaille. Donc, c'est intéressant aussi qu'il ait une reconnaissance par une profession qui est celle d'accueillant. Il y a ça aussi qui est intéressant. Après, il y a d'autres appellations qui sont employées hein, suivant les endroits en France. On a aussi, j'ai entendu les rétablis aussi, les usagers rétablis. J'ai entendu aussi usagers partenaires.
En tout cas, pour revenir aux patients experts, là, c'est une certification des validations de l'acquis et de l'expérience. D'accord, donc effectivement, alors quelque chose, enfin une appellation contrôlée, puis avec effectivement toute la certification qui va avec, donc on va pas y toucher. Euh, En tout cas, enfin, moi je me posais la question, alors maintenant, c'est quoi le futur pour les patients experts? Alors, c'est chaque centre en addictologie devrait avoir, en tout cas, au minimum un patient expert, alors. Je pense que ce serait, oui, l'idéal qu'il y ait un père aidant, peu importe son appellation finalement, hein, qui soit présent dans un centre de soins et qu'il y ait cette offre finalement de cette aide-là aussi, qu'il y ait cette possibilité pour les personnes qui viennent consulter de consulter un père, de voir un père, de discuter avec lui, d'avoir peut-être des entretiens avec lui. Euh, c'est, je pense aussi que dans les hôpitaux maintenant, quand des pairs vont venir, on va leur demander d'avoir une certification patient expert addiction, d'avoir, comment dire, une légitimité finalement, un savoir-faire, un savoir-être aussi qui est important, et de respecter certains principes comme la confidentialité, des choses comme ça. Je pense que l'avenir, c'est ça, c'est que on demande aux personnes qui interviennent en tant que pairs dans les hôpitaux, dans les centres de soins, qu'on leur demande de se professionnaliser en quelque sorte dans la pérédance. Un moment où je trouverais très intéressant d'avoir, en tout cas, un patient expert, je me faisais la réflexion encore récemment, c'est dans des moments typiquement de discussion de cas, de colloques, où finalement on n'est que entre soignants et je me dis que des fois, enfin, c'est typiquement le terreau fertile pour de la toxicophobie. Moi, je me demandais si toi, t'as l'impression que effectivement, dans ces moments de discussion de cas, en l'absence des personnes concernées, est-ce que tu as l'impression que ton parcours change les choses ou que justement, des fois, ça t'arrive de recadrer des collègues? Ça m'est arrivé, oui, de comment dire, de dire oui, mais c'est pas ça la réalité de la personne, quoi. C'est pas sa réalité. Il y a la réalité du professionnel, il y a la réalité de la personne qui consomme excessivement. Et effectivement, c'est important dans ces cas-là d'avoir des patients experts, des personnes qui disent mais euh, remettre les choses dans leur contexte, quoi, et dans la réalité de la personne qui consomme. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour autant, les colloques qu'il y a en France, il y en a beaucoup quand même où on est invité, France Patient Expert Addiction, et puis pas que nous aussi, hein, des pairs aidants. Je trouve que, enfin, j'ai l'impression, vu de ma place, mais j'ai peut-être pas assez d'ancienneté en addictologie hein, pour avoir un avis tranché ou un avis suffisamment extérieur ou enfin avec suffisamment de recul. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est assez invité plutôt dans les colloques. Justement, alors peut-être tu pourrais nous présenter l'association France Patients Expert Addiction? Donc France Patient Expert Addiction, elle va avoir pour but notamment hein, de promouvoir l'utilité des patients experts dans les addictions bah, licites ou illicites, aux produits ou comportementales, à travers une démarche de validation des acquis d'expérience, donc la certification patient expert addiction. Mais on intervient aussi dans des colloques quand on est invité, dans des conférences. On en organise nous aussi. Par exemple, on avait organisé un webinaire sur confinement, addiction et usage qu'on avait fait, c'était en juin dernier, l'année dernière, qui avait eu pas mal de succès. Et là, on est en train d'en organiser un autre qui va avoir lieu en juin sur le cannabis déconfiné. Donc, on a aussi une petite action militante quand même aussi. Hein. On Oui, défend il les faut. patients quand même. Mhm. Ouais. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est la certification des patients experts et qu'ils puissent être professionnalisés, que leur légitimité soit reconnue par cette certification, qu'ils puissent avoir un projet professionnel et du coup intervenir aussi dans les centres de soins, euh, et que effectivement le patient il prenne sa place dans les centres de soins.
qui soit pas juste celui qui vient consulter, mais qui soit celui aussi qui donne ses idées, aussi bien dans l'orientation politique du centre de soins que dans l'accompagnement des personnes qui viennent consulter. Mhm. Oui, ça, je sens en tout cas que, enfin, c'est vrai qu'on y vient assez vite finalement. Moi, c'est vrai que je dis souvent à mes collègues, j'ai l'impression qu'en travaillant en addicto, de base, à partir du moment où on passe les portes du centre le matin, on est déjà dans une posture militante. Hein. Je veux dire, on est quand même une profession ou une spécialité qui est interdite dans certains pays, puis il faut pas aller bien loin en Europe pour que ce job soit interdit. Euh, Même au sein de l'Union européenne, je dirais. Euh, Ouais. donc, enfin, et après, quand bien même, effectivement, notre job il est autorisé. Enfin, c'est vrai que nous, après, on va finalement avancer dans le cadre qui est autorisé légalement. Mais je pense effectivement que même au niveau du centre, il y a un travail pour les usagers de ce centre militant. Et puis ça, c'est aussi pour moi la question un petit peu de, dans la vie de tous les jours d'une activité clinique, comment est-ce qu'on peut euh, pas responsabiliser, mais en tout cas encourager les personnes à se positionner, puis à pas se laisser faire, ou en tout cas, enfin, se sentir le droit de se positionner. Donc j'entends en tout cas que les actions que vous avez peuvent permettre ça aussi. Oui, oui, complètement. Puis même au niveau individuel, je crois qu'à FPEA, dans l'association, on est assez militant, hein. On réagit beaucoup, hein, on est beaucoup à réagir sur Twitter quand il y a des prises de position de notre ministre, Monsieur Darmanin, qui est vraiment dans la prohibition. Bon, ça, évidemment, on est beaucoup à réagir. Aussi, quand on voit la banalisation de l'alcool, aussi, hein, c'est important, surtout en ce moment, avec l'ouverture des terrasses en France, hein, qu'on puisse laisser le choix aux personnes qui n'ont pas envie de consommer des boissons alcoolisées. Ça, c'est aussi, c'est des choses aussi sur lesquelles on réagit beaucoup. Je pense qu'on est, oui, on est assez militant quand même, hein. Oui, alors je trouve le travail militant actuellement en Europe pour les questions d'addiction, il est très compliqué. Enfin, d'un côté, je dirais qu'on a un côté, on appuie à fond sur le frein et sur l'accélérateur en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a empêcher la banalisation de l'alcool, qui est vrai, ce qui est vraiment un problème, et en même temps, enfin, lutter contre la stigmatisation complètement à côté de la plaque. Effectivement, sur laquelle tout le débat sur le cannabis avec Darmanin récemment en France, enfin, c'est un peu je trouve que c'est difficile de trouver le juste milieu dans le discours qu'on a. Puis ouais, enfin, justement quand on s'exprime en public sur ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup une question de respect, hein. Moi, j'ai arrêté de consommer du cannabis par choix parce que moi, je ne sais pas faire dans la demi-mesure. Pour autant, je consomme du CBD, voilà. Donc, moi aussi, je vais me trouver réprimée bientôt puisque la fleur va être interdite et je pourrai plus vaporiser ma fleur de CBD. Mais c'est un respect de chacun. Moi, je respecte quand je vois les comptes sur Twitter. Que le gars il réclame la liberté de pouvoir consommer son produit, d'avoir accès à un produit de qualité, de pas devoir aller au quartier et de tomber sur des produits peut-être adultérés, cannabinoïdes de synthèse ou peu importe. Moi, je respecte aussi le choix de mes proches de consommer de façon raisonnée de l'alcool. Demain, je vais aller comment dire, à la fête des mères, mes proches vont consommer de l'alcool, ça me dérange pas. Moi, je respecte parce que ça me met pas en danger de les voir consommer de l'alcool. Ils respectent mon choix, je respecte le leur. Je crois que c'est vraiment une question de respect et que chacun a les usages qu'il souhaite avoir. Pour autant, si quelqu'un a besoin d'aide, je suis là aussi pour soutenir, pour aider, quoi. Mhm. Ah, une autre question, alors ça me fait penser. Euh, Justement, je me disais en tant que soi-même patiente, experte, ou en tout cas toute personne qui a eu un antécédent de dépendance ou au minimum de consommation à risque, d'être tout le temps finalement exposé à des personnes qui sont pas forcément au clair sur leur consommation ou dans des périodes de grande souffrance en lien avec les consommations. Enfin, est-ce que justement, des fois, c'est pas compliqué d'être face à des personnes en difficulté si on est soi-même un petit peu en difficulté? Est-ce qu'il y a des limites qu'on doit se mettre en tant que patient expert?
Déjà, pour être patient expert, on demande à la personne d'être stabilisée, c'est-à-dire qu'elle soit quand même assez forte, entre guillemets, le terme est pas le bon, mais enfin, ouais, stable pour pouvoir aider les autres, parce que effectivement, aider les autres, ça peut mettre en danger si on n'est pas suffisamment stable, si on n'est pas assez bien encadré. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur la supervision à France Patient Expert Addiction. C'est quelque chose qui est en cours chez nous aussi pour être mis en place. C'est important d'avoir le soutien de ses pairs, de pouvoir échanger autour de ça. Je suis aussi modératrice du forum Addicted, par exemple. C'est aussi quelque chose qui peut nous atteindre parfois certaines publications des personnes qu'on soutient. Alors même si c'est sur un forum, hein, mais ça peut aussi nous renvoyer certaines choses. Donc c'est important de pouvoir échanger à ce sujet entre nous, pouvoir nous soutenir. On est aussi quelques-uns à avoir encore un accompagnement par des professionnels, pas forcément en addictologie, mais un psychologue ou faire une psychanalyse. Enfin, moi, je pense que le travail sur nous-mêmes, il n'est jamais complètement terminé. Moi, je crois aussi beaucoup en ce que j'appelle les alertes émotionnelles. J'ai quelques alertes comme ça, parfois qui s'allument, et je sais qu'il faut que je prenne du recul, que je me mette un petit peu en retrait dans ce que je fais en dehors de mon travail, parce que le travail, ça reste le travail, mais je fais aussi du bénévolat. Il y a déjà le groupe Facebook hein, que j'anime et où je soutiens des personnes. Il y a aussi le forum Addicted, voilà. Et au niveau associatif, à France Patient Expert Addiction aussi. Je pense qu'il faut savoir aussi par moment lever le pied un petit peu et pas être dans le syndrome du sauveur, à vouloir sauver tout le monde. Mhm. Ouais, alors peut-être effectivement, en t'écoutant parler, je me disais, c'est ça, il faut pas, le problème, c'est pas d'être fort, c'est en tout cas de connaître ses limites, puis que ces limites Ouais. soient compatibles avec cette activité, quoi. Et c'est important. Ouais. Surtout quand on sort des addictions, de toute façon, on parle beaucoup de gestion des émotions, hein, Ouais. mais c'est aussi apprendre à se connaître finalement et à connaître effectivement ses limites, à avoir des alertes qui peuvent s'allumer. Et là, hop, je lève le pied, je me mets un peu au vert, je me recentre sur moi avant de pouvoir aller aider les autres. Il faut que j'aille bien moi déjà. Mhm. Une autre question que je me posais, c'est maintenant d'avoir ces deux casquettes, parcours dans les addictions, parcours en tant que soignante. À quelle chose tu as l'impression que les soignants en addictologie qui sont pas passés par un parcours de dépendance, à quel genre de choses est-ce qu'on est aveugle? Je me demandais s'il y a des choses, enfin, où typiquement tu te dis ah mais ça les gens peuvent pas comprendre ou ça ils y pensent pas parce qu'ils sont pas passés par là. Enfin, est-ce qu'il y a deux trois trucs que les soignants qui sont pas passés par les addictions font toujours comme erreur? Je dirais pas que c'est une erreur, c'est plutôt qu'ils sont dans une forme de désespérance peut-être parfois quand ils accompagnent des personnes qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui sont fixés ou qui rechutent sans cesse. On en a qui font des cures régulièrement, des personnes qui vont faire des cures pour faire plaisir à la famille et puis qui ensuite vont repartir dans leur consommation. C'est plutôt où ils vont s'épuiser rapidement et il y a peut-être une difficulté de lâcher prise. Où c'est compliqué pour les professionnels de se dire ou d'accepter que c'est pas le bon moment pour la personne qu'on l'accompagne dans ce qu'elle est prête à faire maintenant, mais que finalement, et ça va être un parcours très très long. Et puis peut-être que jamais elle n'arrivera à atteindre son objectif, mais au moins on est là et on maintient le lien. Et ça, je crois que c'est compliqué de se dire, je suis juste là pour maintenir un lien, et finalement il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est compliqué, je pense. Mhm. Ouais, alors en t'écoutant parler, je me dis ça, c'est typiquement les biais de jeunes soignants qui ont pas encore assez d'expérience pour se dire effectivement que des fois juste maintenir le lien, en fait, c'est très important et très utile pour beaucoup de nos patients. Enfin, je dirais la totalité, en fait. Ouais, mais c'est même pas que des jeunes addictologues ou jeunes psychologues ou travailleurs sociaux. Je pense que c'est une forme d'épuisement qu'on ressent tous quand on travaille dans l'addictologie.
où bah, ça peut tourner en rond hein, sur un accompagnement qui peut durer des années ou des années, ou même qu'on voit la personne se dégrader, qu'on voit la personne se faire du mal, ou qu'on voit la personne laisser les autres se faire du mal, où finalement notre champ d'action est restreint à ce que la personne nous laisse faire et à ce qu'elle est prête à faire. Et, euh, et, et on voudrait peut-être faire plus, hein, un peu dans ce syndrome du sauveur, je pense. C'est compliqué parfois de voir la personne rechuter et de la voir revenir abîmée. C'est compliqué ça, je trouve. Mhm. D'où l'intérêt, effectivement, je pense aussi, voilà, d'avoir une certaine, d'avoir au minimum un espace de supervision, ou en tout cas de discussion Ouais. avec les collègues pour justement pouvoir prendre cette distance, savoir reconnaître ce qui appartient à nous et ce qui appartient à la personne en face aussi. Enfin, tout à l'heure, tu disais, voilà, la personne vient en soin pour, enfin, elle atteint pas ses objectifs, mais les objectifs de qui on est en train de parler, du soignant ou de la personne qui consulte, quoi. Tout à fait. Bah, je parlais des objectifs de la personne, mais effectivement, même si on respecte les objectifs de la personne, on a souvent les nôtres qui sont C'est ça. cachés entre guillemets derrière, oui, ça rentre dans la balance. Ouais. Mhm. Ok, écoute, je pense qu'on arrive gentiment vers la fin de cette émission. Je sais pas s'il y avait un sujet qu'on a passé sous silence et que tu aurais bien aimé pouvoir aborder, ou est-ce qu'il y a un clou que tu as envie de bien enfoncer avant qu'on se dirige vers la fin de l'émission. Moi, j'aurais eu envie de parler un petit peu des codépendants, les personnes qui vivent à côté d'une personne qui consomme excessivement. J'aurais envie de leur passer un message dans le sens où il faut vraiment qu'ils arrivent à se protéger. C'est important qu'ils se protègent parce qu'ils vont pas pouvoir sauver la personne qui n'a qui n'est peut-être pas prête encore à arrêter de consommer, qu'ils arrivent à prendre soin d'eux. Parce que je vois beaucoup la souffrance des proches, aussi bien où je travaille au XAPA que sur le groupe Facebook ou sur le forum Addicted. Et ils ont vraiment une souffrance qui est énorme. Je trouve qu'en France encore, il manque d'espace pour ces personnes, qu'elles soient accompagnées, qu'on puisse leur offrir des espaces où elles puissent discuter, mais aussi qu'elles apprennent à lâcher prise, parce que c'est pas évident de vivre à côté de quelqu'un qu'on aime et qu'on voit se détruire et qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas faire pour elle, on ne peut pas la sauver contre son gré. Et je vois aussi sur Twitter parfois quelques personnes qui sont agacées contre les soignants qui ne veulent pas sauver contre son gré une personne qui consomme excessivement. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on a à travailler. Il y a beaucoup de travail à faire autour de ça. Ouais, alors effectivement, moi c'est vrai que la question des thérapies de couple dans les situations de codépendance, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pas encore assez développé, puis effectivement qui serait très riche parce que je pense qu'il y a tout un travail à faire. Enfin, c'est vrai que d'un côté il y a la confidentialité, on veut protéger les gens, enfin et des fois je trouve que dans beaucoup de situations où c'est tendu familialement, euh, alors peut-être ça c'est mon biais, mais j'aurais tendance à me poser un petit peu comme voulant protéger cette personne à tout prix, mais du coup effectivement on est sourd à la souffrance des personnes qui sont autour et ces personnes qui sont autour chez qui on ne sait pas forcément vers qui les renvoyer. Donc je pense que l'espace de couple ça pourrait être bien, peut-être effectivement pour que pouvoir mettre des limites, mais c'est vrai qu'après je pense un soutien juste individuel ce serait bien. Puis avant même d'offrir ce soutien, juste effectivement tu parles, mais je pense peut-être déjà offrir une information sur comment ça marche, et puis que face à une personne dépendante, enfin ça c'est ce que me disait mon superviseur quand j'ai commencé, on peut montrer où sont les toilettes mais on n'ira pas à la place des gens. Et puis il faut accepter des fois de remontrer 5 fois de suite la porte des WC, mais à nouveau on pourra pas y aller à leur place, quoi. Tout à fait. Bon, il y a la lettre à la famille de Pierre Fouquet là, qui est vraiment magnifique, hein, qui est vraiment déjà un bon support. Mais oui, il y a un vrai besoin d'accompagner les personnes qui vivent à côté de nous et qui nous voient sombrer et qui sont dans une désespérance énorme, une colère. Les enfants aussi, hein, des personnes qui consomment excessivement. Il y a vraiment, je pense que c'est important, même sans la thérapie de couple, hein, mais vraiment individuellement déjà, qu'on puisse les recevoir, les écouter, les entendre, les accompagner eux aussi. Alors, tu parles des enfants, effectivement, il y a ce livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Les enfants du Platzsplitz,
je m'excuse auprès des germanophones, mais donc qui retrace en fait, enfin c'est une autobiographie d'une jeune femme dont la mère allait sur la place justement où il y avait toutes les consommations de drogue IV à Zurich, et qui a un discours mais Darmanin, c'est rien du tout à côté de son discours anti-drogue à cette jeune femme. Puis moi, j'étais extrêmement choqué en lisant le livre, et puis après, mon patron me disait oui, mais en fait, c'est important d'avoir aussi accès à ce genre de discours, et puis après, c'est pour ça aussi qu'on vit en société. Je veux dire, voilà, elle avance son agenda puis son avis, puis après, on se retrouvera autour d'une table pour tous en discuter. Mais c'est vrai que je trouvais que le livre était extrêmement violent. Après, effectivement, je pense que c'est aussi en tout cas, pour moi, c'est important d'avoir ça en tête, et puis grâce à ce livre, c'est aussi quelque chose que j'ai en tête maintenant. Mais effectivement, les proches, c'est un peu les oublier des fois dans notre boulot. Puis je pense effectivement, c'est important de trouver quelle place leur donner, et puis après aussi de leur dire à eux, de pas hésiter à venir prendre cette place en demandant en tout cas des consultations dédiées aussi s'ils le souhaitent. Parce que si on n'accompagne pas les proches, comment dire, c'est aussi important d'avoir leur compliance parce que quand la personne va sortir des addictions, ou en tout cas va essayer de sortir des addictions, si elle n'a pas le soutien, la compréhension de ses proches, ça met un peu les choses en échec quand même, hein. Mhm, mhm. Ok, alors effectivement, ouais, la place des proches, puis ça, je garde en tête. Enfin, c'est vrai que je pense que ce serait important d'avoir effectivement un épisode du podcast dédié à la question de la codépendance, qui reste une dépendance. Euh, voilà, je pense on arrive un petit peu au bout des sujets. Je sais pas s'il y avait encore quelque chose que tu souhaitais aborder, ou alors, en tout cas, alors aussi pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai dans la description le lien vers, en tout cas, un peu tous les sites dont tu parlais, puis ces différents groupes d'aide. Je pense que c'est des ressources qui seront très utiles, puis je pense vers lesquelles j'aimerais bien pouvoir réorienter les gens qui écoutent. Euh, voilà, je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que tu souhaitais aborder avant de terminer, de passer au dernier chapitre de l'émission. Juste dire que c'est possible, quoi. On peut sortir des addictions, même si parfois le chemin est long, mais c'est un vrai chemin qu'on fait vers soi, et c'est une chance qu'on se donne de vivre libre, hein, de se libérer vraiment des addictions qui nous enchaînent à un produit ou à un comportement, et on passe à côté de soi, à côté des autres, mais c'est possible. Il y a pas, c'est pas inéluctable. On peut y arriver. Ok, en tout cas, voilà, à nouveau un message plein d'espoir. Puis, pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas, à nouveau, c'est vrai que tu postes très très souvent sur Twitter des photos de tes balades avec justement, je trouve des petites pensées positives. C'est toujours agréable. Euh, Dernière partie de l'émission, j'aime bien terminer sur un registre un petit peu plus léger. Est-ce que tu aurais un bien de culture à nous conseiller que tu as vu ou lu récemment, ou un jeu qui t'a donné un bol d'air ces derniers temps? Enfin, est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller? Ah, alors là, je suis prise un peu au dépourvu. Désolé. Ou une Un bien émission de que t'as regardée, ou justement un autre podcast, une vidéo, quelque chose qui t'a un peu inspiré. Ou alors justement, si tu plutôt de dire, bah voilà, moi ce qui me fait du bien, c'est d'aller en balade et de nous recommander une balade. Ouais, enfin moi c'est vraiment mon moyen de décompresser. Alors, je fais beaucoup de sport aussi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire du sport, mais c'est vraiment de peu importe le temps. Moi je pars avec mon appareil photo, avec de la musique sur les oreilles. J'ai un abonnement à YouTube, donc j'ai vraiment tout un tas de musique que j'écoute tout le temps. C'est vraiment ma façon à moi de savourer ma liberté, d'avoir cette. Bah, j'ai mes jambes. Voilà. J'ai des écouteurs sur les oreilles. J'ai un appareil photo, mais qui est vraiment un appareil photo qui a été acheté d'occasion. Enfin, c'est rien d'extraordinaire. Mais c'est important de pouvoir capturer mon environnement. Et puis de mettre ces petites phrases positives. Là, j'ai fait ça tous les jours. C'est quelque chose d'important parce que il y avait une image comme ça, c'était inspirer le négatif et expirer le positif. C'était quelque chose comme ça. De vraiment, en toute chose, on peut trouver du positif. Et ces balades-là m'inspirent ça, quoi. Ok. Alors peut-être, je me disais aussi, alors je mettrais peut-être aussi en lien, tu disais la lettre aux familles.
Oui, de Pierre ouais Fouquet. de Ouais. Pierre Fouquet. Alors ça, je vais mettre en lien et puis alors je laisserai effectivement peut-être pour clôturer l'émission. Alors on va mettre peut-être un passage d'une musique que tu as écoutée récemment en balade. Et puis on va se quitter là-dessus alors. En tout cas, merci à nouveau de t'être prêté à l'exercice. À bientôt, j'espère. Et puis on se dit donc à bientôt dans Parcoursup. Dans ma tête, y'a des tas d'oiseaux. Ta, ta, yo, yo. On m'a dit qu'il y a ma main grelot. Mais moi j'aime ça quand ça fait ding, ding, ding.